Bonjour à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, toujours enregistrée à la librairie L'Octopus à Épinal. Et je suis en compagnie du Père Noël de la bande dessinée, Frédéric Kilfiger. Salut Fred. Salut Vincent. Alors Fred, pour Noël, là tu nous as concocté une belle sélection et on commence tout de suite avec Notre-Dame de Paris aux éditions Glénat de Georges Épi-Abbès. Voilà, après Dracula et Frankenstein, Georges Besse s'empare de la fresque romanesque de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Encore une fois, j'ai envie de te dire, l'artiste livre une adaptation sublime. Voilà, je pense que tu as tout dit. Je vois pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus, parce que on est tout à fait dans la même veine de ce qu'il a fait précédemment, avec un noir et blanc puissant, très précis, des grandes planches aérées. D'ailleurs, le livre bénéficie d'une édition en très grand format, Ouais. qui profite énormément au dessin. C'est de l'adaptation. Alors ça taille quand même dans la serpe, hein. Ça taille à la serpe. Hein. Oui, ça taille à la serpe, mais c'est une mais belle adaptation. Une belle adaptation. Tout le monde connaît l'histoire de Notre-Dame de Paris avec son bossu Quasimodo qui Oui. est très mal vu, qui va découvrir l'amour avec Esmeralda la gitane. Mais moi j'ai redécouvert le début en fait de Notre-Dame aussi. C'est vrai que le début, on est à Paris, qui est en fête en ce 6 janvier 1482. Les Parisiens s'éveillent et là, toute une foule s'amasse autour de Notre-Dame pour une fête qui doit se prolonger. Et ce qui se passe, c'est que la pièce de théâtre qui était censée avoir lieu n'aura pas lieu, et à la place, les Parisiens élisent le pape des fous. Il y a un vrai côté cour des miracles, le bas peuple, les bas fonds. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent avec Frankenstein et Dracula qui s'intéressaient aux monstres. Oui. Voilà, donc Bess continue. Est dans la continuité de son travail sur les parias, ce qui fait un peu peur, ce qui dérange la bonne société. Ouais. Et alors évidemment, je pense qu'il est aussi sensible à l'esthétique de la cathédrale. Oui, voilà. ouais, ça c'est sûr. Ah là, on est en plein dans le Paris médiéval brutal, obscurantiste de l'époque où règne la loi du bûcher, la loi du plus fort en fait aussi. On redécouvre tout ça dans cette adaptation de Georges Besse et de Pi-Abbès. On redécouvre aussi que l'œuvre, moi j'ai trouvé de Victor Hugo est plus moderne et contestataire qu'il n'y paraît finalement. Ah bah Hugo, oui, c'est pour un classique, Oui. il sentait le soufre. Oui. Et il était assez mal vu du pouvoir en place. Enfin, sa guéguerre contre Napoléon III est quand même assez célèbre. Oui. Non, c'est un grand homme, mais très proche du peuple. Pas du tout bégueule ou quoi que ce soit. Hein. Donc c'est vraiment un brûlot, oui, presque Oui. ça. Oui. Ouais, une très très belle adaptation, comme tu le disais en plus au début, le dessin là, il est juste majestueux de Georges Besse, on l'avait rencontré, on l'avait découvert sur Dracula et Frankenstein, d'une remarquable intensité, à la fois majestueuse et imposante. L'artiste, là, du coup, a su se saisir du mythe créé par Hugo pour en faire ressortir une fresque épique, magnifiée par un noir et blanc somptueux. Quelle classe, monsieur Georges Besse. Donc ça s'appelle Notre-Dame de Paris et c'est aux éditions Glénat. Allez, là on passe à complètement autre chose. Je suis leur silence aux éditions d'Argo de Jordi Lafèbre, qu'on connaissait sur Les Beaux Étés qu'il avait fait avec Zidrou, et puis Malgré tout, qui était un puzzle amoureux complexe. Là, il fait un polar, là, c'est complètement différent de ce qu'il a fait d'habitude. C'est complètement différent et en même temps c'est dans la continuité. Ouais. Parce que Malgré tout, c'était une histoire d'amour où on commençait par la fin, Oui. avec deux personnes âgées qui enfin se déclaraient leur amour et chaque chapitre remontait dans le temps. Et Les Beaux Étés, c'était une très très belle chronique de vie d'une famille belge des années 60 jusqu'aux années 90, avec les disparitions, les naissances, tout ça. C'était vraiment très, très tendre et lumineux. Et Je suis leur silence, c'est un polar, certes, mais ça emprunte à malgré tout sa construction un peu différente, Ouais. son jeu autour du scénario et des flash-forward, les flashbacks, tout ça. Et ça emprunte aux Beaux Étés l'humanité incroyable des personnages. Le personnage principal, c'est une psy. Oui. Elle doit aller subir une évaluation par un de ses confrères. Parce qu'elle a commis une faute professionnelle. Oui. Et ça va vite partir en cacahuète. Voilà. Oui. Elle raconte son récit et en plein milieu. Vu qu'elle a commis une faute professionnelle, elle connaît en plus tous les usages
de la psychologie, donc elle essaye de tromper, de mentir un peu à son évaluateur, cette Eva Rojas. Sa faute professionnelle, le début, pour ne pas en dire plus, Non, elle assiste une de ses patientes pour la lecture d'un testament d'une riche famille barcelonaise qui a des plantations de vignes oui. et qui produit un vin pétillant très renommé. Et sa patiente lui demande de l'aider à passer ce moment un peu difficile, parce que le testament est lu en présence de la future, de la future décédée, la grand-mère de sa patiente. Et ça va, évidemment, qui dit grande famille riche, dit tension, Oui, et il va y avoir un meurtre lors de cette lecture de testament. Et bah, elle a décidé de se muer en policier, en gros, pour essayer de trouver le coupable. voilà, on va dire ça comme ça. Mais, Mais plein de fausses pistes, plein de Ouais. faux semblants. Et alors, je disais que ça empruntait à, malgré tout, sa construction un peu erratique. ouais. Oui, parce que là, il propose une narration croisée à 3 niveaux. Voilà, c'est Voilà. ça. Et sans que le lecteur ne soit perdu. Ouais, Parce qu'on a exactement, vraiment c'est ça qui est très fort. le temps du récit où elle se confie à son inspecteur, entre Oui. guillemets, à son confrère, mais ce qu'elle raconte avant, ce qui va se passer un peu après, enfin voilà, tout est sa jeunesse aussi. Et C'est- puis c'est les 3 femmes de sa vie là qui rentrent un peu aussi dans son esprit. On sait pas Elle trop. Enfin, entend voilà. des voix. Pour Oui. une psy, c'est assez surprenant, mais Ouais. ouais, je ne veux pas en dire plus. Voilà. Alors c'est du polar, c'est de la tranche de vie, c'est très drôle. Oui. Accessoirement, Oui, parce- La Fèbre ajoute une touche d'humour assez pétillante, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Et c'est vraiment un plaisir de lecture. Quand on aime les policiers à la Agatha Christie, pas sanglants, assez intellectuels, et en même temps en rajoutant une petite dose de vitalité, de peps, de folie, Ouais. ouais, le mot est dit, Ouais. dans ce récit. Et c'est très réussi. Puis le dessin, Oui, le bah, dessin, il est oui, parce que couvert. les situations sont quand même souvent sordides, mais alors le dessin est un trait élégant de l'auteur, une colorisation avec des couleurs douces Ouais. qui viennent vraiment atténuer la noirceur en fait du récit. Ça pétille, ça peps. Avec c'est- une petite influence manga, je trouve, sur celui-là, un Ah, alors, tout petit peu sur. elle a des très grands yeux, Ouais. oui, mais ça participe à l'attachement qu'on a au personnage avec justement cette transmission des émotions qui est bien fait. Après, manga, je ne sais pas si j'irai jusque-là, ouais, je sais pas. Bon, alors, Je suis leur silence. C'est un polar riche sociétal qui traite aussi bien de la santé mentale que de l'impunité des plus riches. C'est vraiment, vraiment à lire et c'est aussi à redécouvrir tous les autres albums de Jordi Lafèbre. C'est aux éditions d'Argo. Alors, on passe à du comics avec Rain de Joe Hill, Zoé Thorogood et David M. Booher. C'est une adaptation du roman de Joe Hill qui est, on rappelle, le fils de Stephen King, qui est lui romancier et BDaste aussi. Joe Hill, alors évidemment, la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre, hein. Oui. Il écrit des récits fantastiques, Oui. assez horrifiques même. Oui. Mais toujours avec une petite pointe d'humanité en plus. Et dans Rain, c'est tout à fait ça. Il avait aussi fait l'excellent Lock and Key, Oui, un oui. très très bon Oui. récit d'horreur, en 6 tomes, chez le même éditeur, que je conseille à tout le monde. Rain, on est dans le Colorado, et on suit une jeune femme qui va emménager avec sa chérie, et dont les parents de la chérie vont l'aider. Et d'un seul coup, une gigantesque pluie de cristal tombe sur Boulder, la ville où elle habite. Et tous ceux qui sont dehors sont transpercés par Oui. Les cristaux. Oui. Alors, une hécatombe C'est des vraies monstrueuse. pointes de glace. C'est des vraies pointes de glace. Enfin, on ne sait, On sait pas trop. On ne sait pas trop. Et évidemment, évidemment non, mais elle va perdre la femme de sa vie. Elle va perdre son beau-père. Et elle est complètement désemparée parce qu'elle n'a plus de lien avec sa famille à cause de son homosexualité. Oui. Et par contre, elle a été super bien accueillie par sa belle famille. Et toutes les communications sont coupées. Et sa seule idée, c'est de prévenir sa belle-mère que sa fille et son mari sont décédés. Mais sa belle-mère habite à 50 km de là. Ouais. Il va falloir y aller. Ouais. Et c'est le récit de cette odyssée dans Rain. Le fantastique, en fait, sert de prétexte à une histoire sur le deuil, Oui. sur comment on réagit en tant qu'humain à une perte soudaine, affreuse, et pour autant, comment on peut trouver une espèce de médicament en prenant soin de ceux à qui on tient, Oui. qui sont encore là, Oui. malgré la peine.
Et voilà, c'est d'une beauté, c'est très sensible, c'est très subtil. Alors oui, il y a de l'action. Et il y a une sous-lecture aussi quand même, parce qu'il y a une sous-lecture très politique, et ça, Joe Hill ne s'en cache pas quand même, hein. Ses intentions, elles sont là, il ne supporte pas non plus les climato-sceptiques. Il supporte pas Trump, on peut le dire clairement, parce Ah qu'il oui, y non, a mais voilà. grosses allusions quand même. Il suffit de lire le slogan à un moment dans la bande dessinée, ô combien ironique, Make America Rain Again. Ouais. Et cette histoire de pluie, au final, alors on a l'impression que c'est un prétexte pour parler d'humain, Oui, mais c'est quand même expliqué. oui, Et c'est assez machiavélique. oui, Bah, en fait, c'est très Stephen King dans la mécanique. oui, Et donc voilà, on a un récit fantastique, mais sensible, très humain, porté par le dessin tout en sobriété de Ah Zoé ouais. Sorogood. Moi, Ouais. je trouve ça vraiment, c'est subtil, c'est délicat, c'est bon, peut-être féminin, tout bêtement, je Oui. ne sais pas. Il y a une élégance, tout en retenue. C'est, voilà, il y a vraiment quelque chose. Ouais, Il y a vraiment quelque chose de surprenant dans. Alors, c'est du comics, oui, oui. mais c'est Mais à c'est du faire comics indépendant, ouais, c'est c'est à différent. faire Ouais. découvrir à tous les lecteurs, enfin, Oui. y compris ceux qui se disent ouais, le comics, c'est pas pour moi. Mais non, il y a vraiment tous les genres dans le comics, Oui. y compris la chronique sociale, y compris l'intime, le fantastique. Et quand on mélange tout ça, bah, ça donne Rain. Ouais. Rain, un album solide, passionnant, articulé autour de personnages forts qui se déploient à travers une symbolique riche, porteuse de sens. C'est vraiment à découvrir aux éditions iComics de Joe Hill, Zoé Togrud et David M. Bauer. Allez, on passe à La Brute et le Divin, que tu voulais nous présenter aux éditions Rue de Sèvres, de Léonard Cheminot, qu'on connaissait pour Edmond, ou bien sûr la Bibliomule de Cordoue. Là, c'est Eva, une jeune ingénieure écologiste dans l'âme, accepte le poste de ses rêves, restaurer une station météo sur un îlot du Pacifique Sud, en solo et en autarcie. Alors, c'est une aventure prenante, enrichie par bien des réflexions, hein, Voilà. qui est Alors, proposée. c'est effectivement, en gros, c'est une revisitation du mythe de Robinson. Ouais, Il va falloir qu'elle vive seule avec son chien et ses poules et réparer la station météo, transmettre quelques photos pour les réseaux sociaux, pour le conservateur du littoral, des belles photos. Malgré quelques galères, tout le début de l'album est assez centré sur elle, tout bêtement, et sur oui, ce Robinson moderne, ouais, cette Robinson. Et arrive un bateau d'exploitation minière qui fait des tests dans cet atoll pour voir s'il y a des métaux rares, les métaux nécessaires à la fabrication de panneaux solaires, ce oui, genre de choses. Et l'arrivée de ce bateau va complètement changer la donne ouais, pour notre héroïne. Elle voit bien que la faune est perturbée, elle voit bien que malgré tout ce que le responsable du bateau dit, c'est pas très très écolo. Mais voilà. Et après, je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment l'intrigue autour de oui, ok, on est écolo. oui, Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? ouais. Est-ce qu'on peut être écolo juste en parole, sans aller jusqu'au bout de ses actes? Est-ce que le terrorisme écologique est justifiable? Voilà. Ah, mais il y a plein de questions de Léonard Cheminot qui nous posent vraiment énormément de questions. Et moi, ce que je trouve intéressant avec cet album, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Oui. Euh, Ah, il laisse le il lecteur. laisse le lecteur, parce que moi, les arguments des uns des autres, ok, ça s'entend, mais là, tu déconnes un peu, toi, c'est là, voilà. Ouais. Et donc, c'est vraiment un album qui, alors, Nous amène à réfléchir. très actuel, qui nous amène à réfléchir. Et alors, Cheminot fait un choix dans son récit. Oui, Un choix auquel le lecteur n'est pas forcément raccord. oui, Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que ça nous. Ok, ouais, bah, c'est facile d'être écolo juste quand on dit que oui, moi je suis écolo, je fais mon tri, je mets dans le sac jaune et tout ça. Quand on est dans des situations plus complexes et plus personnelles, oui. on ne fait pas forcément les mêmes choix. C'est différent. Et donc, ouais, mais après, je peux pas en dire plus. Mais il est malin en plus parce qu'il pose ce récit là sur un îlot qui représente 1,7 hectares. Et le 1,7 hectares, c'est la biocapacité théorique par habitant de notre planète. C'est-à-dire que chaque habitant, pour survivre, aura besoin de 1,7 hectares de terre. Ah, Voilà. intéressant. Donc ça c'est intéressant. Il pose des choses comme ça qui sont très intéressantes, Léonard Cheminot. Et puis ouais, il nous donne des nombreuses pistes de réflexion quand même pour une prise de conscience sur notre anthropocène autodestructrice. Complètement. Voilà. Puis alors, bah, graphiquement,
Il faut quand même dire que c'est la vision enchanteresse de l'atoll du Pacifique Sud, quoi. Que ce soit la plage, la petite forêt, les fonds sous-marins, enfin tout est magnifique. En Là, les couleur couleurs, directe comme ça, il est magnifique c'est son vraiment un dessin. très très bel album, mais qui moi m'a fait beaucoup gamberger parce que je peux pas dire que je suis d'accord à 100%, mais en même temps avec la vision de l'auteur, et en même temps, il y a une bonne partie où je suis d'accord. Donc voilà. Ouais. Et ça, c'est un album qui lance le débat. Et je trouve ça vachement intéressant. Ouais, c'est un thriller écologique qu'il faut absolument lire. Et à noter aussi quand même, l'album a été pensé pour un impact minimum avec papier recyclé, encre végétale, donc qui rentre totalement aussi dans sa fabrication, dans le propos de l'album. C'est vraiment superbe. La Brute et le Divin aux éditions Rue de Sèvres de Léonard Cheminot. Allez, on passe à totalement autre chose. Ça s'appelle Cloud aux éditions Rue de Sèvres encore, de Florent Maudoux, qu'on connaissait pour une short story qu'on avait présentée ici, et Freak Squill parce que c'est un petit peu... C'est dans le même univers. C'est dans le même univers. Le Cloud est une brume impénétrable qui a recouvert le monde, et il a apporté avec lui des monstres, des maraudeurs et d'autres choses. Oui, c'est dans l'univers de Freak Squill, qui est un univers... alors comment dire ça c'est notre univers, mais on rajoute des créatures mythologiques, comme des loups-garous, des centaures, ce genre de choses, de la magie, des super-pouvoirs, des super-héros. Et Freak Squill racontait comment une école de super-héros fonctionnait, avec 3 héros qui rentraient en première année. C'était très Harry Potter version super-héros. Oui. Et en même temps, un mélange entre comics, BD franco-belge et manga au niveau esthétique. C'est vraiment une série à lire et à découvrir. C'est très réjouissant, c'est très fun. C'est vraiment de la lecture détente à 100%. Oui. Premier album, il date il y a au moins 15 ans. Hein. Il a fait une autre série dérivée sur Funérailles, un des professeurs le professeur le plus badass, l'équivalent de Rogue. Oui, c'est ça. En plus méchant, évidemment. Et là, on suit Cloud, ça se passe après. Donc, c'est du récit post-apocalyptique, effectivement, parce que l'arrivée de cette brume et des monstres a changé un peu la donne. Les super-héros, ça n'existe plus vraiment. Il n'y a plus les moyens de faire ce que la société actuelle fait. Oui. Et c'est justement ça que fait Florent Maudoux, c'est alerter sur les changements nécessaires pour continuer à faire vivre une humanité dans un contexte pas simple. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on a un côté survivaliste. Il y a toujours, par exemple, de l'essence, il y a toujours des voitures, mais qui sont utilisées par une espèce de caste de nantis qui continuent à s'amuser comme avant. Tandis que notre héroïne, ils utilisent ce qu'ils appellent des longships. C'est l'équivalent de dracars viking, mais propulsé par le vent, par la rame, et utilisant les anciens chemins de fer. Donc voilà, c'est vraiment... On est dans un gros mélange d'un peu tout, de plein d'univers, parce que ça peut faire penser à Mad Max, mais en même temps il y a de la magie. Alors on pourrait se dire, ouais mais il sait pas où il va, mais en fait si. Si, c'est très bien où il va. C'est super surprenant, on ne sait jamais à quoi s'attendre en lisant Freak Squill ou les séries dérivées, mais ça forme un tout cohérent. Florent Maudoux a vraiment une création d'univers dans la tête assez incroyable, et c'est super fun à lire. Mais alors c'est fun, mais il y a cette petite dose de réflexion sur qu'est-ce que je ferais moi si j'étais dans ce genre de situation. Et en plus, le dessin est exceptionnel. Moi, j'adore. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la fusion. C'est super beau dans les détails, les expressions. Il est vraiment incroyable, son dessin. C'est vraiment la fusion de la franco-belge avec les influences comics et manga. Mais de toute façon, c'est ce que porte le label 619 en lui depuis quasi 20 ans. Donc, c'est tout à fait cohérent. Et c'est vraiment une lecture à part, une lecture surprenante. Un univers incroyable, c'est riche, c'est super. Et puis alors, il y a énormément de références, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, avec Florent Maudoux, parce que c'est de la pop culture. On est dans des monstres au format jusqu'au kaiju, finalement. On a une poursuite en moto directement inspirée d'Akira. Il y a un personnage à la tête de C3PO aussi. Des logos de bagnole à n'en plus finir. Pour les geeks. C'est de la pop culture très forte. Donc un comic fantasy post-apocalyptique rempli de références et de clins d'œil qu'on vous conseille à dévorer bien sûr avant le coucher du soleil. Ça s'appelle Cloud, tome 1, La Dame de Birka aux éditions Rue de Sèvres et c'est de Florent Maudoux.
Alors là, on passe à une petite partie manga. Tu voulais nous présenter 2 mangas. On commence par Demon Days aux éditions Panini de Peach Momoko. Alors, C'est des mangas, mais c'est Marvel. mais c'est Marvel, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais c'est ça qui est intéressant. Marvel a commandé 2 mangas à des auteurs à des mangaka, des auteurs japonais. Et alors, Peach Momoko réinvente l'univers Marvel, mais en le déplaçant dans un univers de Japon féodal. Oui. Rempli de yokai, donc ces esprits maléfiques ou pas trop, mais ça dépend des monstres. On a un récit traditionnel japonais avec le samouraï errant ou l'équivalent qui va croiser la route d'esprits malfaisants. Oui. Tout ça avec la redécouverte des personnages des X-Men. Là, on parle de Psylocke. Par exemple, Logan, Ouais. Wolverine, mais c'est un chien. Ouais. Voilà, pourquoi pas. Hulk est réincarné en yokai, on a le dieu Thor, mais pas vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment une relecture complète de l'univers Marvel et c'est ça qui est assez réjouissant. Graphiquement, c'est assez incroyable. Ouais. Marvel a gardé le sens de lecture européen, donc pas à l'inverse des mangas, donc ça se lit comme un livre standard et c'est en couleur. Oui. Ah oui, là, il y a une poésie visuelle qui est riche dans son dessin. Peach Momoko. Les aquarelles, c'est à tomber. Et puis, il y a une esthétique manga presque proche de l'estampe, en fait, plus Ouais. proche de l'estampe que du manga. Et en même temps, je trouve qu'il y a une dichotomie quand même entre certains de ses dessins, entre la douceur des paysages et la dureté des personnages quand même et des situations qu'elle peut apporter. Et c'est vraiment un mélange de 2 univers qui, normalement, ne devraient pas vraiment se rencontrer. Ouais. Encore que les what if Oui. en comics, ça arrive assez régulièrement, mais celui-ci est particulièrement réussi. Donc plongez-vous sans attendre d'urgence dans cette magnifique relecture, à mi-chemin entre le comics et le manga, mais assurément magique. Et dans le même style, on avait Wolverine Sneaked, toujours aux éditions Panini, de Tsutomu Nihai. Alors là, c'est une réédition d'un titre assez ancien, qui a Oui. déjà bien une bonne quinzaine d'années. Ouais. Nihei, c'est le mangaka à l'origine de Blame, Abara. Ouais. C'est vraiment un mangaka avec une esthétique très particulière. Ouais. Il a fait des études d'architecture et son truc, c'est des architectures cyclopéennes gigantesques Ouais. et un personnage perdu en plein milieu qui va déambuler, combattre. Et là, il a trouvé sa place de choix avec Wolverine, Ouais. appelé dans le futur pour combattre contre des sentinelles bio-organiques, Oui. voilà, pour sauver le monde. Donc ça va être l'occasion de faire que Wolverine se batte dans des décors gigantesques, avec des perspectives incroyables. C'est tout à fait l'esthétique de Nihei habituellement, mais en couleur, Ouais. encore une fois, avec des couleurs assez osées, du rouge bien pétant, et un récit bien sombre aussi, Oui. parce que Oui, Wolverine très, n'est très, pas... très sombre le récit. Wolverine n'est pas là pour rigoler. Ouais. Et ça fonctionne bien. Voilà. En gros, on a un mangaka qui s'est emparé d'un phénomène de pop culture, qui l'a mis à sa sauce, Ouais. qui raconte quand même une histoire personnelle avec son style. Et voilà, c'est une réécriture de l'univers Marvel qui est réjouissante encore. Donc on vous le conseille aussi, Wolverine Sneaked aux éditions Panini de Tsutomu Nihai. Ces 2 mangas Marvel un peu bizarres. Voilà, une belle découverte en manga et qui se lit pour une fois à l'européenne. Allez, on passe à la jeunesse pour finir. Fred, tu voulais nous présenter Goupil la sorcière, livre 1, Le mystère des rochers qui poussent aux éditions de la Gouttière de Milena. Voilà, un livre qui se présente comme un grimoire avec une couverture d'un violet sombre, des dorures sur la couverture. On sait où on va. Hein. Ah oui, c'est de la magie. Ouais. Mais c'est de la magie gentille. Oui. Et pas... Alors, c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est qu'on suit une sorcière animale, un petit renard, on ne sait pas trop. Voilà. Tous les personnages sont zoomorphes, hein, ça apporte aussi. Et son apprenti. Ouais. Petit Arthur, là. Le petit Arthur qui est très sympathique, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et leur pouvoir de sorcier, c'est de pouvoir invoquer des espèces de grands dragons, mais très sympas. Ouais. S'ils leur parlent en draconique, une petite langue écrite en gothique, comme ça, visuellement, c'est très sympa en BD. Et ce que j'aime beaucoup aimer dans cette BD, c'est qu'il n'y a pas de méchant. Oui. Il n'y a pas d'antagonisme. Non. Il y a des problèmes, Voilà. il y a des solutions à trouver, il y a des trucs à résoudre, mais c'est jamais la faute de quelqu'un, d'un des personnages, ou si c'est le cas,
il n'a pas fait exprès ou il s'en excuse. Enfin, c'est vraiment une BD bienveillante pour les tout petits et pour montrer, enfin pour les tout petits, non, je dirais 7-8 ans, quoi. Oui. Voilà. Dans l'album, il y a 3 enquêtes, Oui. parce que c'est vraiment un petit Mais mystère. il y a quand même un fil rouge il y a tout, un tout fil le long rouge, de l'album, mais c'est 3 histoires avec différentes. les rochers qui poussent, Oui. des trucs assez étranges dans un coin. Bon, alors après, des machins étranges dans une histoire de sorcière, c'est normal. Mais là, ça augure d'un tome 2 où, à mon avis, on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus. Mais ce tome 1 est d'une élégance, Oui. avec un dessin tout en sobriété, une ligne presque claire. Ouais. Et c'est la bonne surprise de la fin d'année en jeunesse. C'est très Ouais, c'est avec un très- découpage classique, mais qui reste justement très lisible pour la jeunesse. C'est super, super bien fait. On y retrouve de l'aventure, de l'humour, de l'enquête, des ingrédients justement dosés dans les scénarios, dans le scénario. Et puis le livre aborde quand même des thèmes importants sur la jeunesse, tels que la communication, l'entraide, Voilà. ces choses-là aussi. La bienveillance. La bienveillance. Et c'est frais et ça fait du bien en cette fin d'année. Donc on vous conseille vraiment pour nos bambins ce premier volume qui nous entraîne avec des réponses quand même qui restent en suspens à la fin. Donc on nous invite à découvrir au prochain tome. Ça s'appelle donc Goupil la sorcière aux éditions de La Gouttière de Milena. Merci beaucoup Fred pour cette sélection juste avant Noël. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique culture, vosgestélévisions.tv, et que vous pouvez retrouver toutes ces chroniques indépendantes sur notre chaîne YouTube Ticazabule. Et si vous avez besoin d'idées de cadeaux pour Noël, allez sur la chaîne Ticazabule. Il y a énormément de chroniques qu'on a présentées. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année aussi, Fred. Pareillement. On se retrouve en janvier pour encore pléthore de belles bandes dessinées qui vont sortir. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez maintenant éteindre votre télévision et ouvrir de la bande dessinée. Salut à tous!